Voilà. Alors qu'il aurait dû y avoir un 7e épisode, donc Romance of the Pink Panther. Malheureusement, Peter Sellers est décédé en 82, après avoir tourné donc, le fameux Bienvenue Mr. Chance de Hal Ashby, pardon, et donc son dernier film. Et ben, Romance n'a jamais pu se faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Blake Edwards a donc tourné en même temps, enfin, quasiment en pré-production de Curse of the Pink Panther, qui est sorti en France en 83 sous le nom de L'Héritier de la Panthère Rose. En étant en pleine production, il a donc utilisé des chutes de The Pink Panther Strikes Again, c'est-à-dire de quand la Panthère Rose s'en mêle, donc le plus génial de tous. Il a utilisé donc des chutes de ce film. Voilà. Il a utilisé des chutes de ce film pour monter avec une pseudo-histoire dans laquelle joue d'ailleurs Joanna Lumley, qui était une des Avengers de Chapeau melon de cuir. Il a donc monté une sorte de pseudo-film autour d'une intrigue qui veut faire croire que tout le monde recherche l'inspecteur Clouseau parce qu'il a disparu. Bah forcément, Peter Sellers était mort, donc il a disparu. Donc il a véritablement disparu. Donc le film s'appelle À la recherche de la Panthère Rose, Trail of the Pink Panther, qui est donc sorti le 3 décembre 82 en Grande-Bretagne et chez nous le 2 février 83. L'affiche du film, c'est celle qui est derrière. Hein, donc vous voyez pas le titre, mais c'est celle de ce film-là, justement, qui nous dit d'ailleurs qu'il n'y a qu'un seul inspecteur Clouseau et ses aventures continuent. Bon, bah, elles continuent de façon plutôt triste, amère et maladroite, puisque l'intrigue, comme je viens de le dire, c'est on se demande où est passé l'inspecteur Clouseau. Le film nous montre donc une journaliste interprétée par Joanna Lumley qui va donc mener son enquête, et le film est ponctué de chutes du film montrant Clouseau pour crédibiliser de sa disparition. Exactement. Ça fait très très bizarre parce qu'en plus même visuellement il y a des bouts de séquences, ça sont pas visuellement elles sont pas raccords quoi. C'est très étrange. Alors j'imagine que dans l'esprit de Blake Edwards, c'était aussi une façon de rendre hommage à Peter Sellers. Ouais. Parce que je vois pas pourquoi son kikiner comme ça. Exactement. Surtout que tout le début du film démarre quand même. Il démarre sur la disparition du diamant, à nouveau. Parce qu'on ne l'avait pas eu depuis 2 films. Ouais. Donc, on est en 82. On vient de finir les 3 films des 90. Le film, la première trilogie de ces années 60. Juste une chose. Pardon. Pour resituer, 82, c'est l'année de sortie d'un film que t'aimes bien, de Blake Edwards, justement. Boire à déboire ? Non, c'est plus tard. Victor, mais ça c'est... Voilà. Je voulais juste... voilà, oui, bah tiens, c'est l'année où ces 2 films sont sortis. J'allais revenir après dessus, justement, pour un truc... Non, mais c'est très bien, non, parce que on veut juste qu'on revienne sur le découpage qu'on a fait. Les 3 premiers sont dans les années 60, et le premier démarre sur la disparition du diamant. La 2e série de trilogie démarre dans les années 70, sur la disparition du diamant. La 3e série... qui n'existe pas. Ouais. La 3e trilogie démarre à nouveau en 82 sur la disparition du diamant et de Peter Sellers. Exactement. Ça veut dire qu'on a, au bout de quand l'inspecteur Clouseau et la Panthère Rose qui disparaissent. Voilà, on a le diamant, et ça, c'est l'enjeu du film aurait pu être superbe, honnêtement. Ouais. Il aurait pu construire très bien un très beau film en hommage ou autour de la logique, en faisant disparaître le diamant et son personnage principal, mais je pense qu'honnêtement, il s'y prend super maladroitement. Je pense, comme tu le disais, je pense qu'il fait ce film-là de façon totalement contractuelle. Ouais. Mais qu'il n'a pas nécessairement envie de le faire, que c'est pas celui qu'il voulait faire. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait il l'a tourné quasiment en même temps que le suivant. Ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en fait on sent qu'il a voulu finir, on sent qu'il a la volonté d'une conclusion d'une série de films avec Peter Sellers, avec son ami, quoi, en gros, son ami ennemi, son antagoniste, protagoniste préféré, et qu'il a voulu finir une histoire d'amour avec cet acteur, aussi pour les spectateurs qui adoraient justement l'inspecteur Clouseau, parce que ça a été des gros succès, et qu'il a voulu quelque part rendre hommage, tout en essayant, en même temps à côté, de lancer une nouvelle franchise Panthère Rose avec de nouveaux personnages, avec donc celui qui sera donc l'héritier de la Panthère Rose, dont on parlera juste après. Pour la petite anecdote, quand même, on retrouve dans ce film quand même David Niven sous les traits de Sir Langton Charles Lytton. On retrouve une capucine. Ouais. Pareil. On retrouve même Richard Wagner. Enfin, il y a énormément du cast du tout premier qui réapparaît dans ce film-là. Je pense... Toujours Dreyfus, toujours Bertrouk, André Maran à nouveau. Je pense que c'est pas... Il y avait... Je sais... Alors, honnêtement, il faut le voir ce film parce que pour le côté hommage,
Mais à part ça, honnêtement, le reste, il est franchement pas bon. C'est une sorte de bêtisier. Hein. Voilà, en fait, on a l'impression de voir. C'est un film de scène coupée. C'est le vidéo-gag de la Panthère. Voilà, c'est une sorte de. Ouais, c'est ça. Hein. C'est sans le présentateur rigolo des années TF1. Mais... Rigolo, tu dis oui, non, mais voilà, en fait, on a l'impression de voir, comme on voit sur les bonus DVD ou Blu-ray, une featurette composée de scènes coupées, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Parce que c'est une succession de scènes coupées qu'on a assemblées pour faire un pseudo-film avec Joanna Lumley qui joint les bouts, quoi. Et donc, forcément, ça sort un film bancal, ça sort un film maladroit. Les scènes les plus drôles sont celles. Ce sont des scènes coupées finalement qui étaient déjà très drôles, parce qu'il faut savoir quand même que sur les films précédents, si je me trompe pas, c'est sur justement quand la Panthère Rose s'en mêle, je crois que le premier montage peut dépasser les 2 heures. Putain. Donc il y a eu près de 20 minutes de coupe, il y avait peut-être même plus encore que ça, je crois qu'il y avait encore plus de scènes coupées, supprimées à cause du rythme du film. Et ce sont ces scènes-là finalement qui font le meilleur à la recherche de la Panthère Rose. Parce que ce sont toutes ces chutes qu'il ne pouvait pas utiliser pour pas nuire au rythme du film, après, qu'il a utilisé ici. Quoi. Pour une question de rythme, il a enlevé certaines scènes peuvent être bonnes aussi. Après, on sait aussi très bien qu'au montage, on enlève certaines scènes aussi parce qu'au final, elles ne marchent pas. Ouais. C'est pas qu'elles soient pas vraiment réussies techniquement, c'est pas qu'elles soient pas bien cadrées, mais juste ça ne marche pas. Alors si elle marchait pas montée dans un film, c'est pas sûr qu'elle marche mieux après montée dans un autre. Évidemment. Il faut savoir une petite chose aussi au niveau des anecdotes, c'est que Peter Sellers, l'inspecteur Clouseau, ayant disparu, les quelques scènes où on le voit, notamment dans la fin du film, c'est pas lui qui joue le rôle évidemment. C'est donc une doublure, et il s'agit de John Taylor, qui l'avait déjà doublé sur un autre film dans les années 80. Donc c'est une petite anecdote. Et autre anecdote, David Niven, en fait, il était en train de s'éteindre, et il a été en fait, comme pour le film d'après, comme sur Curse of the Pink Panther, donc l'héritier de la Panthère Rose, qui est donc son dernier film avant de mourir, il a été doublé au niveau de la voix parce qu'il avait des problèmes de gorge. Du coup, il est mort, c'est un peu normal. Voilà, donc c'est triste. Voilà, mais alors, ce qui est... on va continuer la nécrologie, là, pour le coup, c'est que c'est quand même un film qui marque vraiment la fin d'une époque, du coup, parce qu'on est en 82, il y a Victor Victoria, comme tu disais, qui sort à ce moment-là. Victor Victoria, pour moi... qui est le meilleur film de Black Edward. J'adore les Panthères, hein, mais c'est le meilleur film. Je suis pas d'accord. Moi, c'est ce parti et les Panthères Roses. Pour moi, c'est les Panthères Roses et Victor Victoria, parce que Victor Victoria, il rend le rôle féminin génial. Il rend les rôles masculins, surtout celui de Todd, qui est quand même assez dur à porter, surtout on est qu'en 82, hein, c'est quand même pas le même contexte partout dans le monde. Et le rôle de Todd, de folle qui gère le cabaret qui va venir, cette espèce de Paris des années... C'est James Garner, non? C'est pas James Garner qui joue. De ce Paris, les sets, les décors du Paris des pseudo-années 50, c'est ça, des années 50 de l'après-guerre tout de suite, et juste superbe, la photographie, la mise en scène, les numéros musicaux, chose qu'on avait très rarement vu dans le... C'était déjà essayé plus ou moins de succès, Black Edward. Ah oui, d'accord, chez Black Edward, j'allais dire qu'il y avait Bob Fosse qui faisait pas mal de films. Non, mais c'était pas réussi. Il arrive, bon d'accord, c'est Julie Andrews. Julie Andrews, c'est Madame numéro... Non, mais c'est surtout Madame numéro musical. Ah oui. Elle sait chanter, elle sait danser, elle sait jouer. C'est la mélodie du bonheur, c'est Mary Poppins, tu veux, cette nana, tu l'as fait, tu dis, écoute, là tu vas chanter, danser, oui, bien sûr. Je dois être accroché à une grue pour m'atterrir dans une ville, pas de problème, je te le fais. Mais il faut absolument que tu vois Ted de Black Edward. Oui, je sais, mais il faut que je regarde Ted, mais je peux pas tout. Mais si tu veux, donc cette nana-là, elle est génialissime. Alors, elle est génialissime dans ce film. Après, moi, je suis pas non plus un amoureux de Julie Andrews, même si certain charme, des cheveux courts, enfin bon. Si tu veux, donc, dans ce film-là, elle offre, pour moi, c'est le meilleur de Black Edward. La scène où elle meurt de faim, si tu veux, il y a plein de choses, toute cette capacité qu'il avait, des fois, à faire des scènes comico-tragique, complètement hystérique, complètement folle. La scène de fin, pareil, de quand c'est Todd qui chante les chansons de Julie Andrews, la scène du garde du corps, ou bien un peu plus tôt, qui rentre parce qu'il entend son patron mafieux qui croit blessé, qui le découvre au lit avec ce qu'il croit être un homme mais qui est une femme. Enfin, la logique des quiproquos, on retrouve cette construction en quiproquo comme dans le Sud 76 de le Strike Again, donc où le méchant doit enlever un savant pour faire laser pour tuer la Terre. Si on tue pas Clouseau, enfin tu vois, il y a un espèce de truc dans cette logique qu'il y a dans Victor Victoria, à une plus petite échelle de je suis une nana, j'ai pas de rôle, j'ai faim, mais si je chante comme ça, je peux me faire être un homme qui se fait passer pour une nana et je vais coucher avec un mec.
parce que je suis amoureux en tant que femme d'un mec, mais lui va donc devoir faire croire qu'il est gay. Enfin, tu vois, il y a une espèce de construction comme ça de quiproquo, de mariage que j'adore. Mais c'est génial. Et celui-là, il est vraiment super bien fait pour ça. Et comme je dis, cerise sur le gâteau, c'est très très beau visuellement. Si vous tombez sur ne serait-ce que l'édition DVD, je l'ai pas vu en Blu-ray Victor. Je crois pas qu'il existe. Ouais. Voilà. Rien que le DVD, c'était un très bon master. L'image est superbe. Le son est génialissime. Ouais, je l'ai en zone 2. D'accord. Ouais, je l'ai en zone 2. En plus, c'est un vieux zone 2, je vais vous avouer, parce que je crois que ça va être chez la Warner, parce que c'est du cartonné. Vous savez, c'est ces boîtes cartonnées. Oui, les boîtiers, je les ai tous là. Voilà. Ils sont tous en bas. Et le film est superbe, et voilà, t'as tout Black Edwards condensé dans une histoire un poil plus sobre, avec des numéros musicaux qui sont parfaitement amenés, parce qu'il y a un jeu là-dessus, il y a une galerie à nouveau, comme dans La Panthère, il y a une galerie de personnages secondaires géniaux. Enfin voilà, donc tu vois, c'est pour ça que je comprends pas. Après, on pourra revenir à l'héritier. Parce que pour moi, tu vois, encore une fois, il s'est essoufflé, il a tout donné sur Victor Victoria que sa femme. Bah, c'est possible, mais en même temps, c'est pas les mêmes licences, c'est pas la même franchise. Enfin, c'est pas une licence d'ailleurs, c'est pas la même franchise. Alors, je sais pas si Victor Victoria, il avait eu du succès public. Honnêtement, je n'ai aucune idée. De toute façon, à partir des Pantheros suivants, c'est clair, ça va être des fours. On le sait. Tous vont devenir des fours. Ça va être je crois que d'ailleurs, c'est parmi les pires fours de sa carrière. Effectivement, donc Curse of the Pink Panther, donc qui avait été tourné. Non, Trail. Non, Trail, c'était la recherche. Oui, c'est ça. Ok, on passe à oui, pardon, j'allais passer justement à la suite. Oui, donc Trail, on est donc bien d'accord. Et c'est pas un mauvais film, mais est-ce que c'est un film? C'est ça le problème, comme je disais, pour moi c'est une featurette, c'est un making-of, c'est pas un making-of, c'est un montage de scènes coupées, voilà. Donc, il avait tourné en parallèle Curse of the Pink Panther, qui est sorti donc en 83, donc 30 novembre 83 en Grande-Bretagne, et chez nous le 7 décembre 83, pour une fois on n'était pas trop à la traîne. Donc réalisé encore une fois par Blake Edwards évidemment, et avec à l'écriture Blake et son fils Geoffrey. Avec au casting la troupe des précédents films de La Panthère Rose. Donc on retrouve Herbert Lom, on retrouve David Niven, Robert Wagner qui joue son fils toujours, Joanna Lumley qui revient aussi, Burt Cook, Capucine. Exactement. On retrouve aussi Ted Wass. Vous allez dire qui c'est ce gars-là. En fait, il est connu pour avoir joué dans une... Alors tu vois, on a parlé, on a évoqué Big Bang Theory. Ouais. Big Bang Theory, la copine de Sheldon, vous la voyez, donc Amy. Cette fille avait joué dans une série dans les années 90 qui s'appelait Blossom, qui avait fait un carton, elle a eu plusieurs saisons. Et son acolyte, un de ses principaux acolytes de cette série était justement Ted Wass. Donc voilà. Depuis, il est devenu réalisateur de sitcoms, de séries télé. Voilà, Two Broke Girls, Spin City, Rules of Engagement, etc. Et donc, pourquoi je vous cite cet acteur ? Tout simplement parce que c'est celui avec lequel Blake Edwards a espéré relancer une franchise de La Panthère Rose avec un nouveau personnage, donc le personnage de Clifton Slade, voilà. Il a essayé de relancer donc un nouveau personnage avec lui. Et ils avaient tenté d'approcher Dudley Moore ou Rowan Atkinson. Rowan Atkinson, trop anglais, trop connu en Angleterre, en tant que Black Ladder, enfin la Flèche Noire, c'est ça ? Je sais plus, la série qu'il faisait en Angleterre dans les années 80 qui faisait un carton. Mais il était trop connu en Angleterre, il passait dans le reste du monde. Dudley Moore, finalement, ils n'ont pas pu faire les Panthères Roses ensemble, ils auront fait d'autres collaborations ensemble, notamment Mickey et Maud, et surtout Ten, qui est juste remarquable, je le conseille encore une fois vivement, parce que Ten, sur la crise de la quarantaine, c'est génial. Tu as 40 ans, toi ? Très drôle, hein. Non, pas encore. Et donc, finalement, on prend un acteur plutôt palo, Ted Wass, qui fait des efforts, au service d'une intrigue, encore une fois, où on nous parle de la perte de la Panthère Rose, encore une fois. Bah c'est la continuité du précédent film, là où la petite journaliste avait finalement pas trouvé de réponse et pas retrouvé le diamant. Exactement. C'est à ce moment-là où le personnage du sergent, c'est un sergent ? Détective, pardon, Clifton Slade, est introduit comme personne qui va prendre l'enquête à son compte, puisque Clouseau n'est pas retrouvé à la fin du précédent. Et c'est une mauvaise idée. C'est clairement une mauvaise idée. C'est un mauvais résultat, c'est une mauvaise idée. Voilà. Alors là, on est dans les mauvais films de La Panthère Rose. Voilà, c'était déjà amorcé dans le précédent qui était un montage de scène. Celui-ci, ça ressemble plus à un film, mais alors ça n'a plus le côté pop des 60s, ça n'a plus le côté funky, glamour, un peu érotique des années 70 et la folie des années 70. Non, là, on est dans le terme télévisuel des années 80. On est dans un film qui raconte... Ouais, c'est un peu ça. Au niveau de la réalisation, il n'y a plus de panache. On dirait que tout le panache, il l'a foutu dans Victor Victoria juste avant.
Et que là, d'un coup, c'est un film de commande, quoi. Voilà, ça semble le bon film de commande qu'il avait voulu faire parce qu'il était lié par un contrat, comme tu disais tout à l'heure. Ça fait plusieurs films, ça fait où vraiment, moi j'ai. Tu sens qu'à partir de 76, donc à partir du deuxième des années 70, je remettrai le titre plus tard en tête, bon, j'ai vraiment la sensation que là, à partir de ce moment-là, il fait des films de plus en plus de plus en plus poussives. Et la disparition de Peter Sellers mais scelle complètement son engagement dans la Panthère. Complètement. Alors c'est un film qui a quand même une histoire à raconter. Il faut quand même le dire, il y a une histoire, il y a une intrigue, il y a quelques gags relativement sympatoches, mais on n'est pas là à se tordre de rire. C'est très poussif, très souvent poussif. Il y a une tentative de vouloir nous tenir par la main jusqu'au bout d'un film pseudo-intéressant, mais ça marche pas toujours. Il y a aussi la tentative de faire réapparaître l'inspecteur Clouseau avec Roger Moore, qui était en fait en train de tourner Autopsy, qui est venu passer quelques heures sur le plateau pour tourner de dos des scènes pour faire croire qu'il était Peter Sellers, donc c'est pitoyable. Le résultat surtout à l'époque, Roger Moore, il était quand même pas le même physique que Sellers, ça passe mal, ça passe super mal. Et le rendu est atroce, quoi. Le rendu est atroce. En plus, on l'entend, enfin, il joue, il surjoue, enfin, il est de dos avec son costume, son chapeau, il est avec sa femme. Alors, je crois que c'est Capucine, on veut à nouveau qu'on revoit, il me semble. Ça tombe complètement à la flotte. Les gags, ils ne restent même pas en mémoire. C'est simple, moi j'ai complètement oublié la majorité des gags du film. C'est donc. Toute la force qui était dans cette espèce de bazar visuel, de folie visuelle, pardon, qui était liée à la maladresse, entre guillemets, de Clouseau, disparaît au profit d'espèces d'effets. Oui, il y a toujours une espèce de maladresse du personnage. Alors c'est plus Clouseau, c'est sûr, on peut pas refaire constamment la même chose, mais il joue quand même il essaye quand même d'amener le personnage sur un autre ton, mais sauf que ça prend pareil, il n'y a pas le style, et quand il veut d'un seul coup rebasculer vers ce côté un peu n'importe nawak, bah ça fonctionne plus, parce que comme c'est pas amené par un personnage qui peut le justifier ou l'amener, tout tombe à plat, tous les gars, quelle que soit la manière dont il veut gérer l'humour. Là, celui-ci, il est juste pas bon, quoi. Exactement. Il est juste pas bon, il est pas à voir, quoi. Je retiens juste une scène qui m'a fait sourire, mais sourire, hein, de toute façon. Ouais, sourire. C'est la scène de la poupée gonflable. Dans le bar, il fait... Bah, tu vois, typiquement, ça, il l'aurait jamais fait avant. Bah, exactement. Ça, c'est le genre de gag à la Coluche, le genre de gag inspecteur de la bavure, quoi. C'était typique dans les années 80, genre d'humour un peu débile, quoi. Mais ça, tu vois, il y a typiquement... dans l'avion, tout ça. Mais oui, mais ça marche dans un type pilote dans l'avion qui doit pas être très vieux, d'ailleurs, très long au niveau date. C'est pas loin, tout à fait, hein. Voilà, mais alors que ça colle pas dans l'esprit d'une panthère. Non. Ni dans l'esprit, dans l'univers. Parce que c'est grossier. Tu vois, c'est tout ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu disais que justement, c'était pas grossier, c'était pas vulgaire, etc. Là, on tombe dans la vulgarité, on tombe dans le truc un peu. Bon, ça reste quand même du Blake Edwards, mais c'est limite quand même. Ouais, je trouve que c'est limite. C'est un peu comme J'aime bien boire et déboire qui fait pas très loin avant ou après. C'est juste après 85. Moi, boire et déboire, je l'adore. Alors, j'adore, mais pour la première fois, là, il trouve le ton qui correspond aux 80, on va dire. Il fait un film qui, là, correspond. Quand il glisse ce type de choses dans La Panthère, ça colle pas. On a vraiment l'impression qu'il est perdu là-dedans, lui, qui s'en fout aussi, peut-être royalement, ça, j'en sais rien, mais t'as vraiment l'impression... Le film, il est... sans personne aux commandes, t'as l'impression, franchement. C'est en roue libre. Ouais, tout le monde est en roue libre là-dedans, ça cabotine ou pas. Ça fait plus d'efforts. Oui, mais il y en a certains qui en font un peu plus, qui jouent la surjoue. Bert Lum, toujours, voilà, donc, critique, mais... lui, il est à fond là-dedans. En même temps, il n'a pas fait grand-chose d'autre. Ouais. Donc il avait intérêt à vendre sa marche. Et d'ailleurs, RIP, parce qu'il est décédé il n'y a pas très longtemps. Hein. Oui, c'est ça que j'ai pas fait attention. Oui, décidément, c'est un film à la rubrique nécrologie assez longue. Bah, c'est les films d'une génération, là, on arrive à... 50 ans. Plus de 80% du casting et de l'équipe technique doit être passé à l'as. Exactement. Donc voilà, l'héritier de la Panthère Rose, je pense qu'on peut... Sans passer. Boom, boom, boom.
Et ben là, on atteint les tréfonds. Les tréfonds les marionnettes. Avec, c'était nul. C'est pas ton tataillé. Ouais. Alors, le fils de la Panthère Rose. Pour une fois, le titre français correspond au titre original. Oui, c'est un des rares, à part le premier, je crois. Voilà, Son of the Pink Panther. Sorti en 93, alors là carrément, 10 ans. Il envoie faire foutre 10 ans de vide. Enfin, il y a eu des films entre temps, évidemment. Black Edwards a fait des films entre temps. Black Edwards a fait des films de très bons. Moi j'adore Black Edwards et Déboire. Il y a eu Fine Mess, un sacré bordel que j'aime beaucoup aussi. Et donc, Son of the Pink Panther est son dernier film. Je me demande même si c'est pas un film posthume. En tout cas, il est décédé peu de temps après, puisque le téléfilm Victor Victoria est sorti en 95 et il était sorti à titre posthume. Donc voilà, donc Son of the Pink Panther est donc l'ultime film de Blake Edwards. C'est son chant du cygne, c'est le chant de la Panthère Rose, qui est donc un mauvais film. C'est un mauvais Panthère Rose. Alors de quoi ça parle? Ça raconte les mésaventures d'une jeune princesse indienne pakistanaise, je sais pas pourquoi, qui se fait kidnapper et qui va essayer de la délivrer. Ma foi, c'est nulle autre personne que Mr. Jack Gambrelli. Et qui est Mr. Jack Gambrelli? Jack Gambrelli, c'est le fils de Madame Gambrelli. Et qui était Madame Gambrelli? Et c'était la jeune femme interprétée par Elke Sommers dans A Shot in the Dark, qui était blonde à l'époque, et qui dans Le Fils de la Panthère Rose est devenue Claudia Cardinal, qui jouait également dans La Panthère Rose. Et le tout premier. Donc c'est tout à fait logique. Donc Maria Gambrelli a eu un fils avec l'inspecteur Jacques Clouseau, et c'est pour ça qu'elle nomme donc son fils Jacques Gambrelli, et qui est interprété par un acteur italien qui est quand même connu, une des stars italiennes, qui est réalisateur, qui a joué pour de très grands metteurs en scène, notamment Jim Jarmusch pour Done by Law ou Night on Earth, et qui est très connu pour être un grand metteur en scène de comédie un peu farce et attrape, tel que Le Monstre par exemple, ou Johnny Stecchino, ou surtout le très beau film, on peut le dire, La vie est belle. Il s'agit nul autre que de Roberto Benigni. Qui est malheureusement un mauvais choix. Un très 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 mauvais choix. Comme on évoquait le côté super palo du Sir Linton, du détective Clifton Slee. Putain, non, couché dehors. Enfin, celui-là, l'acteur en lui-même n'était pas mauvais, mais il était juste beaucoup trop palo par rapport à l'inverse. Benigni. Et c'est trop Benigni. Voilà. Et il est trop lui. Donc il joue pas, il fait du Benigni. Donc, il gesticule. Il gesticule dans tous les sens, il crie partout. Il crie, il surjoue. Il fait du Benigni, quoi. Voilà. Alors, c'est une tentative quelque part de créer quelque chose. Moi, ça me dérange pas en soi à ce niveau-là, c'est juste... Mais il crée pas, c'est toujours le même personnage depuis La Vita est Bella. Depuis La vie est belle, tu vois, il repose dans le même personnage, sauf qu'il le met dans une Pink Panther. Ouais, c'est ça qui nuit au film, au final. Et ça sert à rien. Et ça amène, justement, il crée pas le personnage, il refait pour la énième fois son personnage, son style à lui... Ce personnage que tout le monde a découvert le jour où il a décidé pour La vie est belle, quand il a reçu sa palme d'or, quand il a décidé de tomber à genoux devant Scorsese, de hurler, de trucs, ou quand il reçoit l'Oscar du meilleur film étranger, du meilleur film tout court, je crois. Alors, je me souviens plus, mais étranger, je crois. Meilleur film étranger, et qui décide de pouvoir accéder directement à la salle, de marcher par-dessus les fauteuils, enfin voilà. Il fait ce personnage-là, il fait du Benigni, et du coup, on n'a pas une Panthère Rose. Non. Et au détriment de tous les autres acteurs, de tous les autres personnages, c'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui sont là, qui reviennent, comme Herbert Lom et Burt Cook, pour signaler les deux plus importants, parce que Claudia Cardinal, franchement, c'est de la figuration, limite. Oui, c'est clair. Elle est là dans tout le film, mais elle pourrait ne pas être là, ce serait pareil. Les autres sont complètement bouffés par Roberto Benigni, qui n'a décidément pas la même classe que Peter Sellers. Donc, ce qui fait que les acteurs à côté sont littéralement dévorés. Il faut savoir que Benigni avec Blake Edwards, aurait pu lancer une nouvelle franchise à nouveau de Panthère Rose, avec encore une fois un nouveau personnage. Donc le décès de Blake Edwards fait que ça s'est arrêté, et heureusement. Il faut savoir aussi que d'autres acteurs avaient été approchés pour jouer une sorte de fils de l'inspecteur Clouseau. Je vois Kevin Kline, Rowan Atkinson, encore une fois, qui revient, Gérard Depardieu et Tim Curry. Alors ce qu'il faut savoir... Alors Gérard Depardieu, mais oubliez-le, quoi.
quoi. Mais alors par contre, Kevin Kline, Kevin ça Kline aurait pu être quelque génial. chose de fun. Hein. Ça aurait été, moi franchement, je pense que ça aurait été très très bon, parce qu'il n'aurait pas du tout été comme l'autre. Et une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que Rowan Atkinson, donc le Mr. Bean, avait été évincé parce que celui-là n'était pas assez connu en dehors de l'Angleterre. Et Roberto Benigni s'est marré quand il a été choisi pour le rôle en disant que lui il a été évincé parce qu'il n'était pas assez connu en dehors d'Angleterre, mais moi je suis pas plus connu en dehors d'Italie. Mais c'est pas tout à fait vrai à l'époque. Ah, en 93, je suis pas sûr, parce que. Si. Je suis pas sûr, parce que je crois que La Vie est belle, c'est le film qu'il a consacré, mais il est sorti après. Hein. T'es sûr? C'est si récent? Non, mais pas après d'une dizaine d'années, mais bien 2-3 ans après, il me semble, ouais, 96, je crois. Tu vérifieras. C'est ce que je vérifie, du coup, j'en profite des ondes. 97, ouais, donc c'est bien après, donc ouais. Donc voilà. Donc l'excuse était totalement bidon. Et voilà. Donc, acteur, personnage qui bouffe les autres. Les gags. Qu'est-ce que t'en penses des gags, toi, franchement? Bah, y en a, enfin, ça me parle pas. Ça m'émeut pas. Ça me touche pas, c'est. Il est pas catastrophe. Alors, c'est pas Joe la catastrophe comme Clouseau. Ouais. Enfin. C'est Joe la crasse. Je sais pas, ça marche pas, ça fonctionne pas. Il fait des bêtises, enfin, je sais pas comment le dire, toi j'utilise un mot ridicule, il fait des bêtises, mais... Ha! That felt good. Now then, is anyone hurt? Yes, in the van. My sister is unconscious. She is? She should be taken to a hospital. Where is she? In the van. Excuse me. Your sister is in his van? No. No, it is not my van. Look, I'm Commissioner Dreyfus. If you will allow me... Excuse me, just a moment. Just a moment. When I asked you if anyone was hurt, you replied, yes, in my van. No, I said yes in the van, not in my van. No, you did not say yes in the van, not yes in the van. You said yes. You did not say yes my van, not yes the van. Look, you said yes my van, not yes in the van. Did you hear what I just said? Yes, I heard. It's my van. Well, now we're getting someplace. Listen, you imbecile. Hey, watch your tongue, monsieur. I am an officer of the law. What? I said... I know what you said. You said you're an officer of the... law. Please, my sister may be dying. Tu veux, Clouseau avait cette espèce de façon de traverser le décor et l'histoire de... Enfin, Sellers le scénario était construit autour de cette manière qu'avait Clouseau de ne pas voir les catastrophes qu'il déclenchait. Ouais. Et surtout ne jamais en prendre conscience, d'avoir toujours l'impression que... Tu vois, c'était sa traînée de poudre à lui. C'est vrai. Benigni, t'as l'impression c'est une tornade, c'est l'inverse, tu vois, il concentre tout le bordel autour de lui, il le sait, il n'est là que pour ça. Et du coup, ça fait pas pareil. Du coup, c'est moins... Bah, c'est pas rigolo. C'est beaucoup de bruit pour rien. Voilà, c'est pas rigolo du tout. C'est vrai. Donc, il y a des scènes qui se veulent drôles. Je veux dire, Blake Edwards conserve la même volonté de construire des séquences humoristiques autour de son personnage. Le problème, c'est que ça tombe à plat. Ce ne sont pas des scènes vraiment exceptionnelles, puisque je l'ai revu il y a pas longtemps, je l'ai revu il y a moins d'une semaine, et j'en ai aucun souvenir. Donc c'est vraiment un signe que le film n'est pas marquant du tout, quoi. Ce film est mauvais. Ce film est mauvais. Moi, j'estime qu'il faut... Bon, je pars toujours du principe qu'il faut tout voir, parce que quand je suis dans une franchise, moi, j'aime bien tout voir, quoi. Je suis d'accord. J'ai beau considérer que les films sont mauvais pour certains. Pour vraiment me faire une idée générale de la franchise, je n'évince pas certains épisodes de la franchise. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on a dit qu'il fallait quand même voir l'inspecteur Clouseau pour comprendre un peu la gestion du personnage de l'inspecteur Clouseau et comment il a été construit. Tout comme j'ai envie de dire qu'il ne faut pas laisser de côté non plus l'héritier de la Panthère Rose, ou celui-ci qui est mauvais, le fils de la Panthère Rose. Parce que... Non, mais je veux dire... Si, moi, je trouve, autant l'héritier, à la limite, c'est rigolo parce que ça prend la continuité directe du film où Peter Sellers a donc été disparu, on l'est monté avec des rushs. Il y a une espèce de continuité, l'arrivée de ce nouveau détective, et comme il y a tous les autres personnages de celui d'avant, mais vraiment tous, t'es vraiment dans une espèce de continuité, c'est presque un film en 2 parties. Ça aurait pu être une sorte de film de deuil, quoi, un petit voilà, peu tu vois, tu sais, il y a le film enterrement et il y a la soirée de deuil derrière, tu vois, c'est un peu ça. Ouais, il a enterré. Et alors que celui-ci, avec Benigni, il arrive 10 ans après, il y a deux personnes de l'ancien casting qui reprennent leur même rôle, et une ancienne actrice qui reprend un rôle dans la franchise, même pas le sien.
Moi j'aime. Enfin non, celui-là, non, je suis désolé. Là dans la franchise, celui-là, faut pas le voir. Enfin, vous pouvez le voir par question d'éthique pour se dire je veux tout voir. Voilà. Mais franchement. Moi je suis comme ça. Moi aussi, c'est ça. En plus, on l'a fait. Mais je peux pas le conseiller, quoi. Ouais. Tu peux pas le conseiller. Non, je suis d'accord. Conseiller. Par exemple, je peux pas être de mauvaise foi, faut que j'arrête d'être de mauvaise foi. C'est une merde. Voilà, c'est un mauvais film, c'est un très mauvais film. D'ailleurs, Et le pire, on va être super clair parce que là, si on commence là-dessus, on va le défoncer complètement. C'est même pas le pire de la franchise, il y en a encore deux pour moi qui sont encore pires à venir de la Panthère. Alors, petite chose aussi, quand même, à dire encore au grief de ce film, c'est que dans celui-ci, les parties humoristiques donc, sont hystériques et pas forcément drôles, et les gags s'étirent. Moi je pense à la scène où il essaye d'attraper les gangsters au départ, il se mange la voiture, etc. C'est insupportable. Mais à côté de ça, vous avez des scènes dramatiques, des scènes d'action, on va dire, qui sont typiques d'une série télé des années 90. Et c'est déjà, d'une part, c'est laid, c'est pas beau. D'autre part, c'est trop sérieux, ça se prend trop au sérieux. Il y a Robert Davi, qui est un acteur que j'aime bien. Vous savez, cet acteur, il avait au visage grelé qu'on voyait dans Piège de cristal, ou qui faisait le méchant de Permis de tuer, le mafieux dans Permis de tuer. Un acteur qui est sympa, qui là, quelque part, bon, je vais juste te dire une chose, c'est peut-être la seule qualité du film, c'est le seul qui arrive à être relativement drôle dans ce film, parce qu'il est dans un rôle totalement à contre-emploi. C'est une des rares fois, je pense que c'est peut-être la seule fois où j'ai vu cette trogne de Robert Davi dans un film où il fait le pitre. Parce que d'habitude c'est Maniac Cop 2 et 3, c'est des séries B d'action, c'est une gueule de tueur, c'est une gueule de méchant. Tu veux dire s'il n'a pas de 9 mm minimum, c'est pas lui quoi. Voilà, exactement. Et là on le voit dans un rôle où il fait le con, et donc D'ailleurs, comme t'en parles, ça me m'invoque, ça a franchement l'air d'être le seul qui s'amuse vraiment dans ce film d'ailleurs. Je pense que c'est le seul. Et ensuite, je retiendrai du film, alors, donc le côté sérieux est trop sérieux, ça c'est dommage. Je retiendrai par contre un seul passage un peu plus pittoresque ou folklorique, appelez ça comme vous voulez. C'est la séquence où il est avec la princesse, qu'ils essayent de s'enfuir, ils sont dans une sorte de club avec des danseuses du ventre et tout. C'est le seul moment un peu coloré que vous avez dans 100 minutes de film. C'est le seul moment où il y a un petit peu de couleur. C'est le seul petit segment à sauver de tout ce film, mais sinon c'est quand même raté. Voilà. Faut quand même imaginer que c'est aussi un film où il y a Kato. On n'en a pas reparlé depuis le film. Oui. Il est toujours là, Kato, dans l'histoire. Et je parle bien du même interprète. Hein. Oui. Dark Hawk, qui est encore en vie et qui tourne encore. Il faut imaginer il faut imaginer, si on n'en parle même pas dans ces films-là, alors qu'on en a souvent parlé depuis le début, parce qu'il y a un truc super fort qui est monté avec l'apparition de Kato dans le deuxième film, il y a un truc qui est super fort entre Clouseau et Kato. Il faut imaginer que ça fait 3 films qu'on ne l'évoque même plus. Donc il faut bien imaginer à quel point les 3 films donc des années 80 et 90 pour le dernier, on va dire des années 80 pour être plus honnête, sont vraiment plus des Panthères en soi. Non, ils auraient pu s'appeler totalement différemment, ça n'aurait été en aucune façon un problème. Voilà. Et fin de Blake Edwards et de la Panthère Rose, donc fin de la franchise. Non, fin des Black Edwards Panthère Rose. Voilà, oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que la Panthère Rose va revenir. Oui, voilà, mais justement, là c'est la fin d'une franchise. Alors, on va peut-être évoquer tout de suite, avant d'attaquer les tout derniers, juste pour préciser des petites choses. Sont sortis en fait en DVD, on l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué, donc plusieurs coffrets, plusieurs DVD, etc. Des films de la Panthère Rose. Il y a même eu récemment le Blu-ray du premier Panthère Rose. Il faut savoir que en DVD est sorti d'abord chez la MGM un très beau coffret que vous trouvez sur Price Minister ou dans les sites de revente en ligne sur internet. Il est plus sur Amazon ? Je crois qu'il doit être sur Amazon encore à 40€, faut vérifier. Donc il contient 5 films. Il contient donc La Panthère Rose. Le premier. Voilà. Quand l'inspecteur s'en mêle, donc le Shot in the Dark. Le deuxième. Quand la Panthère Rose s'en mêle. Le quatrième. Le quatrième, c'est-à-dire donc Strikes Again. Non, c'est pas le quatrième, c'est le cinquième. C'est le cinquième. Ça, il y en manque 2 là. Et ouais. Il contient, en fait, donc c'est bien. Donc, quand la Panthère Rose s'en mêle, donc c'est le cinquième. Il contient La Malédiction de la Panthère Rose, donc celui-là c'est Revenge of the Pink Panther. Et il contient À la recherche de la Panthère Rose, donc le film posthume, le film d'enterrement, Trail of the Pink Panther. Alors, on a expliqué tout à l'heure pour quelle raison, c'est-à-dire que les droits du retour de la Panthère Rose, donc le quatrième épisode, donc le Return of the Pink Panther, n'appartiennent pas à la MGM, donc il n'existe que chez Universal. C'est d'ailleurs le seul, puisque la franchise rebascule à la MGM, juste après. L'accord.
Alors, ce coffret-ci, il est très beau, voilà, parce que, bon, bah, c'est un bel objet. C'est un bel objet, il se déplie, avec des très beaux graphismes, extrêmement inspirés des tout débuts de la Panthère. Exactement, donc franchement, c'est une très très belle édition, vous la trouvez pour moins de 40 €, peut-être même des fois moins cher chez des revendeurs, vous cherchez sur internet. 5 films à moins de 40 €, ça les fait à moins de 9 € de pièce, donc ça va, c'est comme un bac à 5 €. Ça va, et en plus, bon, il contient quand même quasiment les meilleurs de la saga. Ensuite, vous avez eu un coffret, alors, un coffret qui est sorti uniquement en Belgique. Voilà, ils sont bien les Belges, j'aime bien Amazon.be. Voilà, donc vous avez un coffret qui s'appelle l'énigmatique de collection de la Panthère Rose. Donc c'est un coffret qui contient 3 films. Il contient donc l'inspecteur Clouseau avec Alan Arkin, donc le 3e épisode. Qui manquait dans le premier coffret dont on vient de parler. Exactement. Il contient malheureusement le fils de la Panthère Rose. Avec Benny, que nous venons gentiment de bâcher. Voilà. Et l'héritier de la Panthère Rose avec Ted Wass. Qui est celui d'avant d'ailleurs. Voilà. Donc, on va le montrer pour vitesse, on a montré tout à l'heure l'inspecteur Mais Clouseau, du coup, avec les 2 coffrets plus le retour en célibataire, on a la franchise. Vous avez l'intégralité de la franchise pour moins de 100 €. Non, c'est un peu cher. C'est un peu cher, surtout que le coffret l'énigmatique collection aujourd'hui, pour le trouver, eh ben, je vous le cache pas, c'est difficile. Alors, pour pallier à ce défaut-là, ils ont sorti récemment un nouveau coffret, maintenant il y a peut-être 2 ans, un nouveau coffret blanc, coffret blanc. Vous le trouvez à 20 € sur 21 € sur eBay, sur Amazon. Sur Amazon. C'est un coffret qui regroupe donc les 5 films du coffret rose de départ. Donc toujours pas de retour de la Panthère Rose, parce qu'encore une fois, il est toujours chez Universal. Et il contient le fils de la Panthère Rose et l'héritier de la Panthère Rose. Donc il contient 7 films en tout. Il manque encore donc 2. Il manque encore donc l'inspecteur Clouseau, qui sera donc le gros film rare que vous ne dénicherez pas, que vous aurez du mal à trouver aujourd'hui. Et il ne contiendra pas non plus le retour de la Panthère Rose. Vous ne trouvez que dans les bacs à 5 € chez Universal. Donc, et voilà. Et encore, de mon avis, vous aurez plus de mal avec l'inspecteur Clouseau. Alors comme on l'a dit, c'est pas son meilleur, mais si vous le trouvez, prenez-le. Ça vaut quand même le coup si vous avez envie de vous faire la franchise. Franchement, voilà, si vous pouvez éviter effectivement de vous faire chier à trouver l'héritier et le fils de la Panthère Rose, mais celui-ci, l'inspecteur Clouseau, c'est quand même un film qui fait partie aussi de la genèse du personnage au niveau vestimentaire. Mais c'est vrai que au niveau du style aussi, parce que c'est quand même Arkin qui va creuser une partie de ses défauts linguistiques que va encore réaccentuer Peter Sellers derrière quand il va revenir pour le retour. Quoi. Exactement. Donc c'est quand même pas un film à éviter. C'est dommage que dans le coffret qui existe aujourd'hui, vous ayez les 2 merdes finales de la saga. C'est dommage. Plusieurs années après, quelques années plus tard, Steve Martin, grand fan de Peter Sellers. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il est moche, qu'il est nul. Non, mais je veux dire, grand fan de Peter Sellers, qui a eu quelques succès dans sa carrière, des films des succès avec notamment le réalisateur, le papa de Rob Reiner, Karl Reiner. Il a quand même tourné Les cadavres ne portent pas de costard, qui est peut-être son meilleur film, je dirais. Il a tourné pour John Hughes, qui est un de mes films préférés of all time, qui s'appelle Train, Planes and Automobiles, un ticket pour deux en français, avec John Candy, qui est un film que je trouve absolument magnifique, qui a été faussement remaké avec date limite avec Robert Downey Jr. et Zach Galifianakis. Donc Steve Martin, qui a eu quelques titres de gloire, Le Père de la Mariée 1 et 2 qui ont eu du succès, et qui là décide. Et oui, Bowfinger aussi, Bowfinger de Frank Oz, qui était pas mal non plus aussi.
Bon, t'as du mal avec Steve Martin. Ah, mais de toute façon, j'ai un vrai souci avec cet acteur. Donc, à part un ticket pour deux, chaque fois que je l'ai vu, il me fait pas rire. Il a un côté un peu sérieux et tout. Il a un physique, il a une présence que j'accroche pas, ça me fait pas rire. Puis il a beau faire ce qu'il veut, ça me fait pas rire. La petite boutique des horreurs avec Rick Moranis de Frank Oz. Oh. Ouais, mais il y a Rick Moranis. Ouais, il y a Rick Moranis. Et il y a Frank Oz aux effets, il y a l'arrière. Et ça change tout, quoi. Le film est génial. En plus, aussi, c'était Frank Oz. Oui, mais je crois qu'il a bien fait peut-être un troisième encore avec lui. Mais c'est marrant, tu vois, je le vois même plus, Boffinger. Je vois même plus ce que fait Steve Martin. Avec Eddie Murphy, lui, les producteurs de cinéma. Ah ouais, mais non, là, tu cumules trop, là. Eddie Murphy puis Steve Martin, je fuis immédiatement, quoi. C'est même pas la peine. Pourtant, c'est un de leurs meilleurs. En dehors des flics de Beverly Hills, moi, Eddie Murphy. Ah non, mais Boffinger, tu l'as pas vu? Peut-être. Tu sais, il est producteur de cinéma, il essaie de monter un film et puis en fait il engage. Eddie Murphy joue son propre rôle et puis il engage une sorte de gars de bonnet qui est le sosie d'Eddie Murphy et ils essaient de faire tourner Eddie Murphy à son insu à une production pour pouvoir sortir un film qui s'appelle Boffinger. J'ai dû le voir, mais alors franchement, tu vois. C'est un délire. Ce film est vraiment très drôle, hein, c'est vraiment un bon délire sur Hollywood en plus. Mais bon. Je me revérifierai peut-être. Bon, déjà, t'as un double cumul d'acteurs. Je sais. Alors, Steve Martin. Pink Panther, il a voulu donc relancer cette franchise. La franchise, et il le prend en main avec un réalisateur, le premier en 2006, quand même pas si vieux que ça, qui est Sean Levy. Titre de gloire de ce monsieur qui s'appelle Sean Levy, Les Nuits au musée, les 3, et Real Steel. Parce qu'honnêtement, tout le reste de sa filmo, on s'en cogne, quoi. Ouais. Parce que dans Big Fast Liar, franchement, faut pas déconner. Alors après... Je sais pas, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. C'est une merde. Parce que les Nuits au musée, moi je trouve ça sympa. Les Nuits au musée, c'est sympa. Pour un film pour gamin, franchement, c'est sympa. Ben Stiller qui tient la baraque. Ouais, aussi. Et ça, Ben Stiller. Et puis de très bons second rôles. Il y a Owen Wilson, voilà, Hank Azaria. Voilà. Après, on a une petite idée fantastique qui est assez rigolote. Ouais. C'est du film familial, faut pas non plus déconner. C'est pas du grand cinéma. Non. Mais on a quelque chose qui est sympa. Après, donc il relance les Pink Panther avec Steve Martin. Et honnêtement, j'ai vu le premier parce qu'ils en ont fait 2. Enfin, pas le même réalisateur, mais Steve Martin en a produit 2. Non, quoi. Avec Jean Reno. Avec Jean Reno en sidekick, en Cato, faux Cato. Cato catastrophique, là, voilà. Pas de jeu de mots, je te promets. Non. Enfin, si, mais je l'aime bien. Mais non, mais c'est juste une merde, quoi. Sans déconner, tu peux pas. Enfin, en 2006, tu peux pas produire un film familial qui a cette gueule-là. Alors, mon cher ami. Ouais, vas-y, tu vas prendre la porte toute. Non, je rigole. Essaye pour voir. Alors. J'ai vu les 2 films. J'ai revu récemment le premier, encore une fois, pour les bienfaits de notre podcast que l'on fait ensemble. Je trouve que le premier Panthère Rose qu'il a fait n'est pas réussi, mais qu'il reste quand même supérieur à L'Héritier et Le Fils de la Panthère Rose. Au niveau... Mais si tu places déjà la barre super bas, quoi. Ouais, mais dans la merde, si tu veux, il flotte un peu au-dessus. Tu vois, il y a des merdes qui sont bien au fond de la cuvette, bah celui-là, il flotte. C'est vraiment pas... Non, c'est au même niveau. Mais non, c'est une crotte qui flotte par rapport aux deux. Les 2 autres, au moins, ils ont été faits par Black Edwards, donc lui, il avait au moins l'excuse d'être vieux. D'être un vieux réalisateur. Alors que là, dans les 2, c'est 2 jeunes réalisateurs, relativement jeunes. Ouais. Le deuxième est encore pire en termes de... Non, le deuxième est raté. Parce que voilà, il a voulu réitérer le relatif succès du premier, parce que le premier qu'il a fait, Steve Martin, a eu un peu de succès. Aux États-Unis. Voilà, oui, parce que chez nous, ça n'a pas marché. Mais bon, je reconnais quand même que le premier, alors, pour l'avoir vu 2 fois, quand même, je reconnais qu'il y a cette façon de construire des gags sur la continuité. Je pense notamment au gag du globe. Il a voulu réitérer le gag du globe. Le mec, il est en 2006. Ouais. Il peut pas écrire un scénario avec ce type de gag, alors que on l'a dit. Quand il sort en 63, quand il sort en 63, il fait des choses en 63, 2006, 50 ans, pas encore tout à fait. 53 ans après. Enfin, je veux dire, tu vas arrêter de déconner. Ouais, Entre-temps, on n'a pas arrêté de dire qu'ils ont influencé les Zucker, les Farrelly, une façon aussi d'écrire les running gags. 43 ans après, pardon. 43 ans. Oui, mais enfin, tu vois, et le mec en 2006, il va te répondre un fac-similé. Non, là, faut pas déconner. C'est-à-dire qu'il a même pas compris ce que le gars avait déjà apporté en 63. Et en 63, il était vivant, Steve Martin. Hein. Il était pas ado, il était plus qu'ado. Hein. C'est vrai, mais si tu veux, moi, les gags dans Pink Panther 1 de Sean Levy, il y a des gags qui sont donc originaux, parce que c'est pas des copies conformes, c'est la construction qui conforme au film de Blake Edwards, qui se veut conforme, c'est des copies qui se veut conforme. Mais j'avoue qu'il y a des idées de gags qui m'ont fait rigoler quand même. Kevin Kline dedans, qui donc touche enfin à la franchise Panther Rose. Voilà, atterrit enfin dans la franchise, apporte quelque chose de plutôt drôle dans le film. Donc
Ça passe encore relativement avec le premier, je trouve pas ça génial, mais j'avoue que je me suis quand même marré. Il y a Emily Mortimer qui est sympathique dedans, qui apporte un petit quotient charme, une actrice que j'aime bien, qui est malheureusement pas assez vue au cinéma. Et voilà. Bon, après, ce qui nuit un peu au film, malheureusement, c'est Jean Reno qui joue. En fait, c'est comme si le personnage de François Chevalier, donc André Marane, qui était joué donc par André Marane dans les films de La Panthère Rose, c'est comme si ce personnage-là, qui dans les films de Blake Edwards, était relativement absent ou plutôt anonyme, mais qui était toujours là dans les films, il apportait toujours sur sa gueule et on le voyait tout le temps. C'était un peu une sorte de spectateur, c'était un peu l'équivalent du spectateur des films en fait. Ici, André Marane, François Chevalier devait un des personnages principaux dans le rôle dans son rôle Jean Reno. Et ça c'est dommage parce qu'en fait, finalement, il reste anonyme tout en étant plus présent à l'écran. Et ça nuit au film pour moi énormément. Plus même ouais, voilà. Et c'est pire encore que Steve Martin, qui effectivement n'a pas le panache de Peter Sellers. C'est-à-dire qu'en fait, il surjoue avec un petit sourire un peu bêta, avec sa petite moustache. Il est tout le temps là à faire... Et en plus, pour une fois, il fait pas du Steve Martin, donc il est encore plus mauvais que d'habitude. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, d'habitude, il est plutôt effacé. Mais en plus, et là, regarde ce que tu viens de décrire, quoi. Steve Martin qui est mauvais et qui a comme sidekick Jean Reno. Mais pendez-moi, quoi. Putain, le mec... Mais c'est vachement bien, mais si, on aurait bien faire, on peut tout dire. Attends, ils en font un 2 tous les deux aussi, hein. Ils font les deux films. Ouais. Deuxième, le réalisateur. Sauf que l'autre acteur, c'est plus Kevin Kline, c'est celui des Monty Python, c'est John Cleese. C'est John Cleese, c'est deux Monty Python. Kevin Kline. Ah oui, pardon. C'est pas les mêmes. Non, Kevin Kline, il est apparu dans Poisson de Wanda, mais il n'a jamais joué dans les films des Monty Python. Non, c'est Michael Palin, Terry Gilliam, John Cleese. J'ai rien dit, Boulette. Oui, c'est que avec le. Mais par contre, c'est Wanda et Créature Féroce qu'ils ont fait. Le Poisson de Wanda, le relouche. Créature Féroce. Mais quand même, faut quand même. Allez, regardons, franchement, défonçons. Il en fait un deuxième qui est un clone du premier déjà. Et en moins bon. Qui était déjà pas terrible. Alors quand tu clones, en général, il y a toujours une déperdition dans le code quelque part, donc c'est mauvais. Mais le réalisateur, le mec, c'est le gars qui a fait le remake de Karate Kid en 2010. Harald Svart. C'est ça? Harald Svart. Mais surtout, je l'ai mis de côté lui tellement sa filmo, elle est phénoménale. Ah bah oui. Cody Banks, agent secret. Ah bah j'aime bien. C'est un film familial, donc ça va. C'est un film familial, mais je trouve ça mignon. C'est mignon. En plus, avec l'acteur de Malcolm, en plus, Frankie Muniz. Donc, The Mortal Instrument. Ah oui, la Cité des Ténèbres. Alors ça, j'ai pas allé voir. Et il fait même le deuxième. Il fait les deux. Et il fait le deuxième. Ça va être bien. C'est que du bon. Putain, mais j'ai pas vu. Pourtant, Dieu sait que j'aime le nanar, voire même le Z. Mais ça, non. Tu l'as vu? Mortal Instrument. Tu l'as vu ou pas? En train de la patte, non? J'ai pas vu. Je suis pas allé voir. Moi, j'ai eu peur de voir Les Hommes Vagabonds numéro 3. Alors, déjà le premier, il fait chier. Mais si ça va être encore pire, c'est bon. Mais c'est de la merde tout ça. C'est bon. C'est à jeter. Voilà. Donc Alors, le gros truc rigolo quand même en termes purement d'histoire, c'est que Steve Martin a vendu ces deux films, alors non pas comme des continuités, mais comme des préquels. Pire encore. C'est-à-dire j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il a dit, ce que je fais de La Panthère Rose, c'est l'histoire avant le premier film de Peter Sellers et de Blake Edwards. C'est prétentieux un peu peut-être. Alors, surtout qu'en plus, au niveau de l'ambiance, c'est pas du tout l'ambiance des années 70. Non. Je comprends pas. Non, mais ça c'était peut-être pas dans. C'est comme pour Batman Begins, tu vois, ça se voulait pas s'ancrer dans une époque particulière, je pense. Ouais, mais il y a même pas d'identité graphique. Enfin, vu la gueule des réalisateurs, ça risquait pas d'arriver. Ouais, non. Enfin, tu vois, il y a rien. Ces films sont des.
c'est typiquement le genre de film où t'as un mec qui rachète une licence, Steve Martin qui rachète la licence de la Panthère Rouge à la Panthère Rose à la MGM, ou qui la prend sous son aile pour la MGM, qui dit regardez, moi j'ai un scénariste, j'ai un mec qui a fait 2-3 films qui est en B ou en B-list ou en C-list, mais qui est suffisamment propre. Puis regardez, je me suis mis un sidekick qui est connu pour l'internationalisation, qui est Jean Reno. Donnez-moi du pognon, faites-moi faire un film. Sachant que tu fais un film comique qui a pas besoin de 10 milliards d'effets ou de 52 semaines de tournage. Voilà, les mecs ils font un film qui est naze. Et le pire, c'est qu'ils ont suffisamment de résultats aux États-Unis pour obtenir suffisamment de pognon pour en faire un deuxième. Voilà, quoi. Faut quand même savoir que ni l'un ni l'autre ne sont passés sur le marché français. Je suis même pas sûr qu'ils soient sortis en DVD. Les deux Panthères Steve Martin. Ah ben je suis con parce que le deuxième je l'ai quelque part. Donc, non, si ils sont passés en direct DVD. Je peux te le sortir, te l'amener, te le faire caresser la panthère si tu veux. Mais donc ils sont tous les deux sortis en direct ou DVD en Europe. Non, ils sont sortis en salle. Chez nous, il est sorti en salle, c'est sûr. Je suis passé à côté. Pink Panther 1, il est sorti en salle. En plus, t'avais Beyoncé dans un des rôles principaux. Et donc, ah oui, si t'as raison, je me souviens de cette bande-annonce. Il est sorti en salle. Oui, le premier est sorti en salle, pas le deuxième. Hein. Et admirez quand même la jaquette du premier. Packaging. Donc avec une petite patte de panthère toute douce. Mais par contre, il y a encore un vrai générique pour le coup. Oui, non, il a respecté quand même. Ouais. Il a tenté quand même de respecter le cadre, avec une intrigue aussi. Hein. Il y avait quand même une tentative d'intrigue. Avec, tentative. Voilà. T'arrête-toi au mot tentative. Voilà. Et si vous êtes comme moi détenteur de cette édition DVD que vous trouvez pour pas cher aussi, il y a un joli petit livret qui explique l'amour de Steve Martin pour le personnage de la Panthère Rose. Il y a un petit livret avec. Tu vois, il me fait penser à Leslie Nielsen dans ses pires films. Ah, dans les films qui ne sont pas des Z à Z, quoi. Voilà. Genre, y a-t-il un exorciste pour sauver le monde des trucs pourris comme ça. Ouais. C'est bien. Donc, pour conclure, la Panthère Rose fête ses 50 ans cette année. Voilà. Pour sa sortie en France, en tout cas. Ouais. Parce que ça se joue un an après. C'est une anthologie de. Ce sont des films qui ont marqué, et même s'ils sont rarement cités en titre de référence, si vous les regardez, vous allez voir les quantités de gens qui y font référence. Ça fait vraiment partie, je pense, au moins pour la toute première trilogie. J'ai inclus l'inspecteur Clouseau, qui est même pas fait par Black Edwards, parce que malgré tout, ça constitue ce personnage de neuneu qu'on voit ressortir régulièrement, que va utiliser Francis Weber pour la chèvre, dans son personnage récurrent qui s'appelle... qu'il utilise dans tous ses films maintenant, cette espèce de personnage toujours de François Perrin. Voilà, de François Perrin. Le Pignon Perrin, qui est cette espèce de personnage de naïf, maladroit, qu'on revoit partout. D'ailleurs, ça te dirait de faire un truc sur Pierre Richard ? On en parlera plus tard. Mais donc voilà, donc c'est... le grand blond avec une chaussure noire. Ouais, la 78 qui fait du podcast, ça te dit pas? Mais donc voilà, c'est une série de films que si vous aimez le cinéma, il faut les voir. Ouais. Si vous aimez le bon cinéma, vous pouvez pousser sur les 6 premiers. Et si vous êtes quelqu'un de consciencieux, vous pouvez pousser sur les 9. Mais franchement... En évitant les films avec Steve Martin. Oui, mais ils n'existent pas. C'est pas les Panthères Roses, c'est les Steve Martin. Voilà. Voilà, donc c'est juste ça. Donc c'est vraiment des films qui, sous les apparences familiales, pourrait même parce que dire un peu neuneux, sont vraiment des films qui sont extrêmement riches et régulièrement très très bien foutus. Qui mériterait beaucoup plus un de respect de la part des écoles de cinéma dans certains cas, pour le montage de certaines séquences et l'agencement d'un gag visuel ou de la répétition de gag ou comment on s'est amené à construire les gags d'arrière-plan. Il y a vraiment des choses très très belles dans ces films à découvrir et à redécouvrir. Ouais, tu as tout dit ce que je pensais. C'est ni plus ni moins moins aussi que je t'aime. Moi aussi. Donc effectivement, les 4 films de Black Edwards, Panthère Rose, sont des véritables bombes. Voilà. Donc il faut absolument les voir. Si vous vous intéressez effectivement à la construction, comme tu viens de dire, des gags, ou même à t'as tout dit de toute façon. Je vais faire que répéter, de paraphraser ce que tu as raconté. Donc c'est du vrai fun. Voilà. C'est du bonheur. Et franchement, ce sont des films qui font du bien. Voilà, en des temps de grisaille, en ces temps de crise mortifère où tout le monde fait la gueule, en ces temps d'hypocrisie latente, en ces temps où les gens invitent des podcasteurs chez eux alors qu'ils n'en ont rien à foutre. Ce sont des films qui font du bien. Je vais parler d'amour et de glamour et toi tu balances ça. Je fous ça à la crase. Voilà. Dégage chez toi. Ce sont des films qui font du bien. Ce sont des films qui font du bien. Et je suis content de t'avoir invité, Arnaud. Moi je suis très très heureux de cette invitation qui dure depuis un petit moment. Ouais, mais c'est pas grave. Parce que t'en avais parlé. On va faire sur les cannibales italiens après. Ouais, mais ça vaut mieux inviter Gilles D'Acosta pour les cannibales italiens, surtout pour le côté cannibale. Mais
Non, mais ça, c'est... Avec plaisir, en tout cas, de t'avoir invité, t'inquiète pas, franchement. Mais c'est une invitation, t'avais parlé de l'anniversaire des 50 ans, comme je disais, avant plus ou moins la date, enfin très très tôt, même l'année dernière, puisqu'on est en février 2014. Ouais. T'en avais parlé déjà avant les fêtes, et c'est vrai qu'on a mis du temps à pouvoir la faire, et je suis super content de l'avoir fait. Dès quand on avait parlé, je t'avais dit, je suis super intéressé de les faire, parce que c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Ouais. Donc voilà, on espère qu'on vous a communiqué ce plaisir, cette envie de les voir, cette passion qu'on a pour ces films et pour ce qu'ils peuvent représenter pour certains, parce qu'il faut être super... Il faut quand même avouer que ce sont des films qu'on trouve très facilement sur le net, des commentaires, des remarques, ce sont des films qui reviennent régulièrement, qui ont une vraie qualité et qu'il ne faut pas négliger. Ouais. Je pense honnêtement ce que je disais tout à l'heure, leur héritage, que leur héritage est vraiment sous-estimé. C'est pas l'héritier de la Panthère Rose, en fait, c'est l'héritage de la Panthère Rose dans la comédie américaine d'aujourd'hui se ressent énormément. Voilà, et c'est quelque chose qui est, à mon avis, pas encore bien mis en avant, mais bon, c'est notre avis. Voilà. Mais si vous le partagez, si vous êtes curieux, foncez, n'hésitez pas. Et bon anniversaire, cher Panthère, et bon anniversaire, Jacques Clouzot. Et c'était un plaisir de faire plus de 2 heures de podcast sur cet animal qui rougit de plaisir, comme le podcast auquel participe Arnaud. Entre autres. Et Broclash, donc encore une fois, donc plaisir de rougir et Broclash, avec ton frère avec Laurent. Mon frère, et voilà. donc avec Tempête Digitale et Behemoth. Voilà. Sur les internouilles, de toute façon, vous cherchez, vous nous trouverez en général. Avec je mettrai et puis vous aurez les noms dans l'article de Podsac. Ouais, puis je vais te mettre, je mettrai ton compte Twitter aussi régulièrement. Pas de soucis, moi je suis sur Twitter. Sur Twitter, c'est tout et n'importe quoi, faut pas. Voilà. Oh, je trouve que j'ai pas. Ouais, je trouve pas. Enfin bon, en tout cas. Je tweete ce qui me plaît, mes passions, mes trucs. Tout ce qui me plaît, j'en parle, je tweete. Et ben on va faire en sorte que tu sois suivi par plus de followers que moi encore. Et toi, tu es une star de l'internouille. Toi, tu parles. Mais si, tu as 2000 followers. Ah oui, bah oui. Oh là, autant que ça. Ça cumulé avec ceux qui me suivent dans la rue, j'en parle même pas. Et ben merci pour tout. Je te remercie d'être venu. C'est moi. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui logiquement devrait être consacré, donc je l'ai dit, au cannibale italien. Et, avec Gilles D'Acosta. Bah j'espère, ouais, Gilles, tiens. On te met la pression. Tiens, je sais pas s'il nous regarde, mais en tous les cas, ouais, Gilles, pourquoi pas. Je sais que Draven Hardrock du podcast FPS, je sais pas si tu connais. Oui, si, on a fait un crossover aussi. Et ben voilà, on doit en faire avec Podsac, et il m'a émis l'idée qu'il serait partant pour tenter de faire le cannibalisme à l'italienne. Ah, il aime bien les serial killers, le métal et les films, donc ça devrait pouvoir coller aussi. Voilà, donc et ben on va peut-être essayer de tenter ça prochainement, en amont de la sortie du film de Eli Roth, Green Inferno. Ah oui, c'est vrai. En attendant, on revient du Green Inferno à la Panthère Rose, et on vous embrasse et on vous dit à tout bientôt. À bientôt. Que tu reviendras, hein. Oui, peut-être. Non mais si. Micro. Regardez ce film pour cette femme. Ouais, tu peux aussi, parce que c'est vrai qu'il est très très bien. Oui, j'ai cru que t'avais dit autre chose, mais bon. Non, pas du tout. T'as pas une télécommande? Si, il y a une télécommande dans le boîtier, mais... C'est pour toi ou... Ouais, mais c'est pas grave. Et t'as pas après un voyant de façade qui dit que t'enregistres? Si, il y est en fait. Ah ouais? Il est rouge, mais il y a la panthère rose qui est dessus. Il est sur la tête de la panthère rose, là. En fait. Ouais, regarde. Si tu fais comme ça, là, regarde, tu vois. Ah non, je pensais sur la façade de l'appareil. Ah non, c'est sur l'écran en fait. C'est marrant ça, ils ont enlevé ça? Ah bah... Avant c'était obligatoire? Ça permet justement d'éviter de montrer qu'on est en train de filmer des filles dans la rue, quoi. Ah, tu sais que c'est justement une des raisons pour laquelle c'était obligatoire sur toutes les caméras de surveillance aussi. Je sais. Non mais c'est moi qui l'ai enlevé. Je connais tout. J'ai enlevé la diode. Je connais plein de trucs comme ça. Je me balade dans les halls de gare après. Quand j'attends des invités pour Podsac, je vais avec la caméra et j'attends qu'elles arrivent. Dans un sac, comme ça. C'est un nom ça. Slut shaming, un truc comme ça. Peut-être. Ah, c'est un truc, c'est un nom cette pratique.